Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan représente le président Alassane Ouattara au sommet États-Unis-Afrique, ouvert ce lundi à Washington. C'est un sommet au cours duquel l'agriculture, la nourriture, l'électricité et l'énergie sur le continent africain et bien sûr la fièvre hémorragique Ebola seront largement abordés. Le lancement africain du rapport sur le développement humain 2014 a eu lieu ce lundi à l'hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan autour du thème « Pérenniser le progrès humain, réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience ». C'était en présence du secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly. À Salfo, le lead vocal du groupe Magic System et Dobé Niaouré ont été élevés aujourd'hui au rang d'ambassadeurs des droits de l'homme. Les deux artistes ivoiriens de renommée internationale ont été décorés par le garde des Sceaux. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Commençons ce journal par le sommet États-Unis-Afrique. Un sommet auquel prend part le chef du gouvernement ivoirien. Daniel Kablan-Duncan, à la tête d'une forte délégation, représente le président Alassane Ouattara. Ouvert ce lundi à Washington, ce sommet est une rencontre d'échanges commerciaux et politiques au cours de laquelle le président américain Barack Obama échangera avec de nombreux États africains jusqu'au mercredi prochain. Il sera question d'agriculture, de nourriture, d'électricité et d'énergie sur le continent africain, ainsi que la question du virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Viviane Haïma, notre envoyé spécial à Washington, son reportage. Pour la première fois dans l'histoire de leur relation, un sommet États-Unis-Afrique va se tenir les 4, 5 et 6 août à Washington, la capitale fédérale américaine. L'initiative vient du président américain Barack Obama. Sur les motivations d'une telle rencontre, certains voient une réponse au sommet Chine-Afrique de 2012. Toujours à titre de comparaison, d'autres soulignent que si le sommet Chine-Afrique n'avait exclu aucun dirigeant africain, il n'en est pas de même dans le cas du sommet de Washington, où les dirigeants des 54 pays du continent africain ne sont pas tous conviés à la rencontre par le président américain. Les chefs d'État du Zimbabwe, du Soudan, de l'Érythrée qui sont mal vus par les États-Unis, de même les dirigeants de pays qui sont arrivés au pouvoir directement ou indirectement à la faveur d'un coup d'État sont déclarés persona non grata à cette grande rencontre. Ces balises dressées autour de ce sommet indiquent clairement qu'il ne sera pas seulement question de commerce et d'investissement en Afrique. La rencontre va faire aussi une place importante au développement de la démocratie sur le continent africain, car les États-Unis n'entendent pas céder sur leur rôle de gardien de la démocratie et de phare du monde libre. Et de ce fait, la sécurité sur le continent africain, où depuis ces dernières années le terrorisme international tente de s'imposer, constituera à n'en point douter une autre grande préoccupation sur laquelle se penchera ce sommet. À quelques exceptions près, c'est presque la quasi-totalité du continent africain qui va répondre présent à cette invitation du président américain Barack Obama. Et l'Afrique vient à ce rendez-vous avec de grands espoirs, ainsi que l'a signifié le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à son arrivée dimanche à Washington pour représenter le président de la République à ce rendez-vous. Je dois d'abord dire que nous sommes heureux de représenter le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui est vraiment brûlé d'envie de venir ici, mais comme vous le savez, il y a une concurrence donc de programme. Il doit être à Abidjan donc, pour la fête nationale le 7 août. Donc il nous a demandé, avec les différents ministres qui nous accompagnent, d'être ici pour cette grande réunion internationale. Il nous a chargé d'abord d'adresser ses remerciements, ses félicitations donc, au président Obama et à son équipe d'avoir organisé une telle rencontre avec l'Afrique tout entière et qui doit permettre donc de donner des perspectives de développement entre les États-Unis et l'Afrique. On attend beaucoup de choses, bien sûr, un renforcement de la coopération entre les États-Unis et donc l'Afrique en général, et bien sûr avec nos sous-régions, la région CEDEAO et UEMOA, et bien sûr spécifiquement avec la Côte d'Ivoire. Les relations donc sont très très bonnes entre les États-Unis et nous, et vraiment, même si les échanges ne sont pas du niveau qu'il faut avec, disons que autour d'1,2 milliard de dollars, c'est-à-dire autour de 520 milliards de francs CFA. On peut faire mieux et je pense que cette rencontre va pouvoir permettre de booster ça, à la fois au niveau public et au niveau du secteur privé.
Le programme du sommet prévoit plusieurs tables rondes et panels. Le point d'orgue sera le discours que prononcera mardi le président Barack Obama. Et puis, en marge de ce sommet États-Unis-Afrique, le Premier ministre a échangé avec l'administrateur de la Côte d'Ivoire au Fonds monétaire international. Ils ont fait le point des demandes de financement du pays. On reste avec Viviane Haïm. Arrivé ce dimanche à Washington, avant le démarrage lundi des réunions thématiques prévues au programme du sommet, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu l'administrateur de la Côte d'Ivoire au FMI, Assimedou Kossi, pour faire un point des demandes de financement soumises par la Côte d'Ivoire au Fonds monétaire international. Vous savez que les problèmes économiques du continent africain sont traités dans le cadre de la relation avec le Fonds monétaire international. Dans ce cadre, nous passons en revue tous les dossiers économiques en instance qui feront l'objet de débats également avec les chefs d'État. Il y a de nombreux dossiers, surtout les dossiers de financement des infrastructures au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons également des dossiers de financement des routes. Nous avons également discuté de l'ensemble de tout ce qu'on peut faire pour améliorer la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. Ici, à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire Sofitel, on a procédé au lancement africain du rapport sur le développement humain 2014. Pérenniser le progrès humain, réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience. Le thème cette année, c'était en présence du secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, représentant le chef de l'État, Patricia Omouetia. Le développement humain consiste à donner aux gens plus de liberté de choix et de compétences. Lorsque le développement progresse, les individus vivent plus longtemps dans la dignité. Ils sont en meilleure santé, ont une meilleure éducation et bénéficient d'un niveau de vie décent. Le rapport 2014 sur le développement humain souligne le fait que sécurité alimentaire et développement humain vont de pair. La Côte d'Ivoire est un cas assez remarquable, c'est pourquoi nous avons décidé de lancer le rapport ici, parce que c'est un pays qui est en train d'émerger d'une situation de crise, comme je l'ai dit tantôt, et d'émerger vers une situation de croissance. La notion de résistance est fondamentale à chaque étape de développement, qu'on soit en crise, que l'on sorte d'une crise et qu'on aille vers le développement accéléré. La Côte d'Ivoire est classée 171e parmi 187 pays. Pour le représentant du président de la République, les enjeux sont importants. Nous continuerons inlassablement nos efforts pour revenir dans le groupe de tête des pays africains les mieux placés dans l'indice du développement humain. Notre pays connaît une profonde transformation de sa gouvernance, de ses fondamentaux économiques et de ses infrastructures si nous maintenons le cap de la paix et de la sécurité, de la confiance mutuelle afin de consolider et d'approfondir notre démocratie. Le directeur du Bureau régional pour l'Afrique remet le rapport sur le développement humain 2014 au ministre d'État, secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly, représentant à cette cérémonie de lancement le président de la République. En vue de faciliter les échanges commerciaux et monétaires entre les pays membres de l'UEMOA, les 8 gouvernements de l'Union ont décidé de mettre en place une plateforme d'échange des certificats d'origine électrique. Des certificats qui sont des documents permettant de prouver l'origine d'un produit dans les relations commerciales. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont été choisis pour la phase pilote du projet, dont le lancement a eu lieu aujourd'hui également. C'était au plateau en présence de notre reporter Francis Boifo. Dématérialiser les procédures et documents entre les administrations publiques et privées dans les échanges commerciaux de l'espace UEMOA. C'est une exigence des 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, affirme le représentant résident de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Le nombre de documents exigés est élevé, avec une moyenne de 7 à 9 documents nécessaires à l'exportation et à l'importation. La durée de traitement est également exagérée et longue. La mise en place de la plateforme d'échange électronique des certificats d'origine UEMOA, communément appelée carte d'identité des produits entre les 8 marchés nationaux, va faciliter les relations commerciales entre les États. La Côte d'Ivoire importe beaucoup de poissons du Sénégal
et de la Mauritanie. Il se trouve quelquefois que les documents, notamment le certificat d'origine, n'est pas toujours authentique. Aujourd'hui, lorsque le certificat d'origine sera établi au Sénégal, il sera transmis directement à l'administration douanière par voie électronique. Le document ne sera plus physique, il ne passera plus entre les mains de certains opérateurs véreux. Deux pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ont été choisis pour la phase pilote de ce projet d'échange de documents électroniques dans les relations commerciales. Ce projet a démarré ce lundi. Le projet va durer en termes de conception du modèle d'implémentation électronique 3 à 4 mois et il va y avoir 4 à 5 mois de mise en œuvre effective sur le terrain. La Côte d'Ivoire et le Sénégal cumulent plus de 50% de la masse monétaire et du PIB de la zone UEMOA. Ce matin, Nyamia Konan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a échangé avec la communauté des enseignants, chercheurs, les responsables d'établissements supérieurs privés et avec les responsables de structures rattachées. L'objectif est de réfléchir aux astuces pour juguler l'engorgement de nos universités, surtout que 62 000 nouveaux bacheliers frappent aux portes des universités et grandes écoles cette année. Les détails avec Franck Quadio. L'euphorie des résultats passés, il est temps de faire face à l'impitoyable réalité. Les bacheliers pour leur orientation dans les universités et grandes écoles pour l'année académique 2014 à 2015 devront croiser les doigts. Ils sont plus de 62 000 bacheliers alors qu'il y a environ 40 000 places disponibles selon la tutelle. À l'université Félix Houphouët-Boigny, nous avons par exemple 52 000 étudiants et nous avons 2 000 enseignants et nous n'avons pas suffisamment de salles de cours. Résorber donc le trop plein d'étudiants. C'est le sens de cette rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les responsables d'universités et grandes écoles. Objectif, mettre en œuvre des méthodes innovantes telles la pédagogie numérique. Ça a un coût, la pédagogie numérique, mais il y a des modèles que nous pouvons adapter à notre contexte, notamment la mise en ligne des cours. Chaque université nous a donné sa capacité d'accueil. Nous tournons autour de 20 000. Il nous reste plus de 40 000 places à trouver. C'est là que nous avons aussi abordé la question de la numérisation des cours et de l'enseignement à distance. Nous allons aussi finalement être obligés d'aborder la question du financement. Financement de l'enseignement supérieur pour une formation de qualité. Des échanges avec la communauté universitaire qui vont se multiplier dans les jours à venir pour des solutions convenables à tous. Jeudi prochain, nous serons le 7 août, la date anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais avant, comme chaque soir depuis le 1er août, le service politique de la rédaction vous fait revivre les premières heures de notre indépendance. Et ce lundi, avec Sylvie Touré, nous nous intéressons au drapeau ivoirien. Comment les couleurs orange, blanc et vert ont-elles été choisies? Élément de réponse maintenant. Ce 7 août 1960, la Côte d'Ivoire n'est plus une colonie française. De nouvelles couleurs flottent dans le ciel ivoirien pour marquer la rupture. Le drapeau orange-blanc-vert remplace sur le mât le drapeau français. C'est l'épilogue d'une histoire, celle de la création de l'emblème ivoirien. Lambert Amontano, ancien ministre de l'Éducation et membre de l'Assemblée constituante d'alors, en est l'un des acteurs. Le commissaire du gouvernement, comme on l'appelle, celui qui représente le gouvernement, on l'appelle ainsi, je ne voudrais pas nommer, souhaitait qu'on imite un peu le drapeau américain, ce drapeau français avec des étoiles. On a dit non, vous savez, quand on a été colonisé, qu'on sort de la colonisation, on a un sentiment de rejet. Et on ne pouvait pas comprendre qu'on est indépendant et qu'il y ait trace du drapeau français dans notre emblème. Le projet se retrouve finalement sur la table des députés. Il donne lieu à des débats houleux entre membres de l'Assemblée constituante. Proposition du docteur Loubo Augustin. Avant de voter, j'aurais préféré qu'on mît le rouge, qui est pour nous le souvenir plus facile à traduire. Ce souvenir serait pour nous un gage de notre ferme détermination à verser notre sang pour défendre notre République.
La suppression, si on pouvait l'adopter, de la couleur orange nous donnerait peut-être le drapeau rouge, blanc, vert. Réaction de l'Assemblée. Philippe Grégoire Yassé. Monsieur le député, le gouvernement et la commission s'opposent à votre proposition. Je ne la soumets pas au suffrage de l'Assemblée car ce n'est pas un amendement déposé dans les formes réglementaires. Kofi Gado. Nous sommes venus ici pour accomplir un acte solennel, comme nous l'avons fait le jour où nous avons proclamé la République de la Côte d'Ivoire. Je crains que les débats, malgré leur importance, n'assombrissent la solennité de l'acte. C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de voter sans plus de débat à l'unanimité. Philippe Grégoire Yassé. Messieurs, les débats sont clos. Le gouvernement et la commission maintiennent leur position, à savoir l'emblème national de la République de Côte d'Ivoire est le drapeau orange, blanc, vert, en bande verticale. Les députés s'accordent sur un drapeau. Victoire donc pour les porteurs du projet. C'est notre drapeau. On était un groupe. Il y avait, je crois, 4, si mes souvenirs sont exacts, il y avait notre doyen Kofi Gado, il y avait, je crois, Hussein Chouan, il y avait Bilané, ils sont tous décédés, et moi-même. Voilà le groupe qui a fini par choisir. Une fierté qui risquait de tourner court, n'eût été l'intuition et la vigilance du président Félix Houphouët-Boigny. Au moment où nous avions décidé qu'il en était ainsi, le président a téléphoné à Diori, il lui a dit, avez-vous, parce que tous ces États-là, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, tous ces pays-là, travaillaient de concert. C'est presque le même jour qu'ils ont choisi leur de couleur, et leur zone d'indépendance, c'était à un jour près. Diori a dit, ah non, on a choisi orange, blanc, vert. Le président dit, ah non, non, nous aussi nous avons choisi orange, blanc, vert. Il dit, ah, comment nous allons faire? Alors le président lui a demandé, au téléphone, dans quel sens avez-vous mis vos drapeaux couleurs? Parce que nous avons mis, nous, toutes nos couleurs sont parallèles à la lampe. Il dit, oui, c'est ce que nous avons fait. Il dit, non, vous allez mettre vos couleurs là, perpendiculaires à la lampe. Et c'est comme ça que le Niger a mis ses couleurs, toutes les couleurs touchent à la lampe. Et Diori a dit, bon, de toute façon, ne vous en faites pas, nous avons le soleil, vous n'avez pas le soleil. Et ils ont mis un soleil au milieu. L'emblème de la Côte d'Ivoire est ainsi trouvé. D'hier à aujourd'hui, il véhicule le même message et enseigne à la génération actuelle ainsi qu'à celle à venir les vertus qui fondent notre patriotisme. Notre commission s'est plu à attacher aux trois couleurs qui vous sont proposées des significations à la fois chromatiques et morales. Ce sont la bande orange qui exprime l'éclat de l'épanouissement national en même temps qu'elle fait penser aux savanes du Nord. La bande blanche qui magnifie la paix dans la pureté et l'union des cœurs en même temps et qui est le gage de notre succès. La bande verte, expression de notre espérance dans l'avenir, rappelle la luxuriante forêt vierge de la Côte d'Ivoire, première grande source de la prospérité nationale. L'alignement vertical des trois bandes qui forment ainsi l'emblème symbolise la jeunesse dynamique de notre État qui part de l'avant, sous le triple signe de l'union, la discipline et le travail. La direction du PDCI RDA était aujourd'hui face à la presse. Une conférence animée par Kobenan Kwasi Adjoumani, le porte-parole du parti, par ailleurs secrétaire exécutif chargé de l'information et de la communication, s'est prononcé sur la question des 8 et 22 millions de francs CFA que Henri Konan Bédié, président du parti, et son épouse auraient reçus de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. Kobenan Kwasi Adjoumani a également évoqué la question de la candidature du PDCI RDA à la prochaine présidentielle. Reportage Ben Touré, Sylvie Touré. À propos des 22 millions remis mensuellement par l'ex-président Laurent Gbagbo au président Henri Konan Bédié, je voudrais rappeler que la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République, d'anciens chefs ou présidents d'institutions nationales et d'anciens membres du gouvernement accorde aux anciens présidents de la République, aux anciens présidents d'institutions,
aux anciens membres du gouvernement et assimilés divers avantages matériels et financiers. L'article 15 de cette loi prévoit que l'allocation viagère dont pourrait bénéficier un ancien président de la République peut être cumulée avec les autres allocations à raison des fonctions par lui exercées antérieurement. Vous comprendrez donc aisément, mesdames et messieurs, que le président Henri Konan Bédié, qui a été président de la République de Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale, député, ambassadeur et ministre, puisse prétendre en toute légalité à plusieurs allocations viagères conformément à la loi. En écrivant ces contre-vérités dans son livre, M. Laurent Gbagbo oublie volontairement de dire qu'il recevait du président de la République de l'époque, M. Henri Konan Bédié, la somme de 10 millions de francs, je dis bien 10 millions de francs. Et les témoignages sont là, par mois. Pour rappel, à cette époque, M. Laurent Gbagbo n'avait aucun statut qui puisse justifier cette largesse du président Henri Konan Bédié. Quant aux 8 millions remis à l'ex-première dame Henriette Konan Bédié, le porte-parole du PDCI RDA révèle qu'elle n'a jamais perçu une telle somme. Une seule fois, je dis bien une seule fois, la présidence de la République a convoyé 8 millions de francs à remettre à Mme Bédié. Les envoyés de M. Laurent Gbagbo ont été reçus par M. Porquet Romain, chef de protocole du président Bédié. Il s'est trouvé cependant que seules les veuves des anciens présidents de la République ont droit à une allocation viagère dont le montant anciennement de 3 millions de francs est passé à 8 millions de francs CFA lorsque les refondateurs sont arrivés au pouvoir. Mais Mme Bédié, n'étant pas veuve d'un ancien président de la République, donc Mme Bédié n'avait pas droit à cette somme d'argent. M. Porquet Romain le fit comprendre aux envoyés de la présidence qui sont retournés avec la dite somme d'argent. M. Laurent Gbagbo aurait, ou si vous voulez, devrait plutôt demander des comptes à ses envoyés si l'argent ne lui a pas été retourné. Kobenan Kwasi Adjoumani s'est également prononcé sur les déclarations de certains membres du parti. Des déclarations qui, selon lui, n'engagent pas le parti. Le PDCI RDA est très satisfait de la nouvelle composition de la commission électorale indépendante. Le parti se prononcera sur la candidature unique au sein du RHDP à la prochaine présidentielle à l'issue d'une convention, a conclu le porte-parole du PDCI RDA. La page culture de ce journal à présent. Traoré Salif ou Assalfo, le lead vocal du groupe Magic System, et Dobé Niaoré sont depuis cet après-midi ambassadeurs des droits de l'homme. Les deux artistes chanteurs ivoiriens de renommée internationale ont été décorés par Mamadou Nienema Koulibaly, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Les précisions de Serge Coléa. Artistes de renommée internationale, ils défendent déjà avec succès les couleurs nationales au devant des scènes du monde entier. Aujourd'hui, ils sont investis d'une nouvelle mission, celle de faire la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Assalfo, le lead vocal du groupe Magic System, et Dobé Niaoré ont été élevés au rang d'ambassadeurs des droits de l'homme par le garde des Sceaux, ministre des droits de l'homme et des libertés publiques. Il a remis à ces artistes les insignes de leur nouvelle charge. Ce sont des références. Et quand ce sont des Ivoiriens qui déjà de tous les jours chantent la situation de la pauvreté, le droit à l'éducation,
la protection des femmes, ce sont naturellement des ambassadeurs. Nous n'avons fait que consacrer, formaliser cette mission-là pour les encourager à continuer. Le ministre Nyenema Mamadou Koulibaly avait à ses côtés le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Ces artistes ainsi honorés ont promis se mettre au service de la bonne cause. Je continuerai à diffuser des messages de sensibilisation et à lancer des invitations au respect de la dignité humaine. J'ai envie d'aller plus loin dans mon engagement pour mon pays et pour le continent africain. C'est notre devoir à tous de sensibiliser. C'est la mission du cœur, c'est la mission de tous les peuples, c'est la mission pour la paix. Monsieur le ministre, vous n'allez pas regretter de nous avoir confié cette mission. Les droits de l'homme, c'est partout que nous allons en parler. C'est la continuité de la mission que m'a confiée l'UNESCO. Ces voix très écoutées vont aider le ministère de la Justice à propulser sa stratégie de promotion des droits liés à la personne humaine. Ils s'y sont déjà essayés dans leurs œuvres et cette distinction va sans doute les motiver davantage dans leur quête d'un monde de paix, de justice et d'équité. La ministre de la Santé, Raymonde Godo-Kofi, a ouvert ce matin à Grand-Bassam un atelier consacré à la validation des axes stratégiques de la réforme hospitalière. Réforme qui prend en compte la mise en œuvre prochaine de la couverture médicale universelle. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Je vous propose maintenant un tour bref de l'actualité sur le continent africain. C'est en bref et en images. L'Afrique du Sud s'apprête à juger 20 Congolais accusés de complot visant à assassiner le président Joseph Kabila. La première audience à Pretoria a été levée en raison de l'absence de l'un des conspirateurs présumés. Selon l'accusation, une liste de personnalités congolaises à abattre a été retrouvée dans l'ordinateur d'un des accusés. Installé en Afrique du Sud depuis des années, il dénonce une machination du régime Kabila. En France, le dernier hommage à la famille Ouedraogo, décimée dans le crash de l'avion Air Algérie au Mali. Plus d'1 millier de personnes ont participé à une marche silencieuse dans la ville où vivait la famille franco-burkinabé. Le 24 juillet dernier, les parents Ouedraogo, leurs 4 enfants et un neveu ont péri avec 109 autres personnes dans la catastrophe aérienne. Les réfugiés centrafricains continuent d'affluer vers l'est du Cameroun. Ce camp géré par Médecins sans frontières accueille chaque jour une centaine de Centrafricains qui ont fui les violences. Certains ont marché des mois pour rejoindre le Cameroun et arrivent dans un état de grande fatigue. MSF déplore des cas sévères de malnutrition chez les enfants. Les centres de santé sont débordés. Depuis le début de la crise, près de 116 000 Centrafricains ont rejoint le Cameroun. Direction la Chine, dans la province du Yunnan précisément, où 80 000 maisons se sont effondrées et 124 000 autres sévèrement endommagées par un tremblement de terre de magnitude 6.1. Une catastrophe qui a fait au moins 398 morts et près de 2000 blessés. C'est une course contre la montre et contre la mort. Des milliers de soldats et secouristes sont à pied d'œuvre depuis très tôt ce matin. Des quartiers rasés, des maisons éventrées, des débris partout. Les séquelles d'un tremblement de terre d'une grande violence. Dimanche, un séisme de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter a secoué la province du Yunnan dans le sud de la Chine. Le bilan provisoire fait état d'environ 400 morts. Certains villageois ont réussi à s'en sortir, de justesse. À la première secousse, tout a tremblé au moins 7 ou 8 fois. On a pensé que c'était un tremblement de terre, alors on a tous couru dehors. Notre maison s'est effondrée juste après notre sortie. Pour l'instant, les autorités chinoises n'ont pas communiqué le nombre de personnes portées disparues. Mais des habitants sont toujours prisonniers des gravats. Retourner les blocs de ciment, creuser dans les décombres, dégager la ferraille. Depuis dimanche soir, des milliers de soldats et de secouristes sont à la recherche de survivants. Environ 2000 personnes ont été blessées. À Gare, les rescapés ont passé la nuit sous des tentes de fortune. Lundi matin, les plus gravement touchés ont pu être transportés par hélicoptère vers les hôpitaux. Mais des milliers de Chinois attendent encore d'être pris en charge ou évacués. Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, s'est rendu sur place lundi pour soutenir les victimes et encourager les secouristes. Les opérations de sauvetage vont se poursuivre pendant plusieurs jours encore.
C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le revoir sur notre site internet www.rti.ci. Merci de votre fidélité à notre antenne. On se retrouve demain 23h sur RTI1.